Si un jour tu décides d'explorer la Corée du Nord sur Google Maps, tu remarqueras un long rectangle blanc amarré au port du mont Kumgang. Ce n'est pas un super yacht ni un bateau, c'est le premier hôtel flottant du monde. Conçu en Suède, construit à Singapour, ouvert en Australie, déplacé au Vietnam, puis en Corée du Nord, cet hôtel de 7 étages a parcouru environ 15 000 km en une décennie. Au début des années 80, un homme nommé Doug Tarka décida de faire venir des touristes à Townsville, en Australie, non loin de la Grande Barrière de Corail. Tarka, un plongeur professionnel, désirait trouver un moyen de montrer le célèbre récif aux voyageurs sans risquer de l'abîmer. Tarka commença par offrir des visites du récif dans un catamaran équipé d'un fond en verre. Ensuite, il voulut non seulement que les gens puissent voir la barrière, mais aussi qu'ils puissent séjourner dans ses environs dans des bateaux de croisière amarrés le long de la côte. Mais la mise en œuvre de cette idée était très difficile et il fallut l'abandonner. Alors, quelques mois plus tard, Tarka prit une grande décision, celle de construire le premier hôtel flottant du monde. Alors qu'il réfléchissait aux moyens de réaliser son projet, une entreprise suédoise l'a contacté. Spécialisé dans les dortoirs flottants des plateformes pétrolières, il est apparu que sa technologie serait parfaitement adaptée à ce futur flottel. Conception, ok. Prochaine étape, la construction. C'est à ce moment qu'une entreprise singapourienne est entrée en jeu. Pour la belle somme de 20 millions de dollars, le double selon les taux actuels, ses dirigeants ont accepté de construire cet hôtel novateur. Mais l'ambitieux projet rencontra alors le premier de ses nombreux obstacles. En raison de quelques problèmes contractuels, la livraison fut retardée de plus de 6 mois. Contrairement à un bateau de croisière, l'hôtel flottant ne pouvait pas se déplacer tout seul. Alors quand il fut prêt et que tous les problèmes furent résolus, un énorme navire de transport le remorqua sur ses premiers 4000 km jusqu'en Australie. Mais entre-temps, la rumeur avait déjà fait son chemin. Aujourd'hui, il existe toutes sortes d'hôtels flottants à travers le monde. Mais n'oublie pas que nous parlons des années 1980. C'était le premier de ce genre et l'idée était alors révolutionnaire. Du coup, les gens se précipitèrent pour réserver des chambres des mois à l'avance et plusieurs groupes hôteliers souhaitèrent avoir leur part du gâteau. Le Four Seasons finit par emporter l'appel d'offres. Ainsi, tout était prêt pour son ouverture. Au début de 1988, le John Brewer Reef Floating Hotel arriva enfin à Townsville. 6 ancres massives furent utilisées pour l'immobiliser. C'était censé être l'une de ces destinations de rêve que l'on met sur sa liste de choses à voir absolument. 200 chambres ultra modernes, un théâtre de 100 places, des restaurants de luxe servant les fruits de mer les plus frais, un héliport, une bibliothèque, une salle de jeu, une boîte de nuit, un gymnase, un sauna, une piscine d'eau douce et un court de tennis flottant à l'extérieur. Et bien sûr, l'attraction principale, la possibilité d'admirer la Grande Barrière de Corail. Les clients devaient descendre de leur chambre pour le café du matin dans un ascenseur panoramique offrant une vue à couper le souffle sur le récif. Ensuite, ils devaient embarquer à bord d'un sous-marin à fond de verre ou sauter directement d'une plateforme pour une petite baignade au milieu de l'océan. Le rêve. Ceux qui n'auraient pas envie de faire trempette pourraient profiter de la zone d'observation sous-marine installée à l'intérieur de l'hôtel. Ils pourraient passer des heures à regarder les coraux multicolores, les palourdes géantes, les requins de récif, les étoiles de mer bleues et les innombrables et fascinantes autres formes de vie marine. Ce rêve était donc sur le point de devenir réalité lorsque Mère Nature intervint elle-même pour empêcher l'ouverture. Une tempête tropicale dont les vents atteignaient les 100 km/h traversa la région. Elle endommagea gravement la piscine, engloutit l'observatoire sous-marin et détruisit le bateau-navette destiné aux clients. Les propriétaires parvinrent à remettre les choses en ordre assez rapidement, mais ce retard leur coûta des millions. L'hiver aurait été le moment idéal pour ouvrir un hôtel aux touristes de l'hémisphère nord en manque de soleil. Dommage. En mars 1988, le Flotel ouvrit enfin ses portes avec un taux de réservation de 85%. Les prix atteignant les 1100 $ par chambre et par nuit n'effrayèrent pas les passionnés de plongée. Il leur fallait également débourser 120 $ pour un trajet de 90 minutes en bateau-navette jusqu'à l'hôtel qui se trouvait à 65 km de la côte. Il était possible de faire un voyage de 20 minutes en hélicoptère, mais cela coûtait 2 fois plus cher. Tout cet argent ne suffit cependant pas à maintenir l'hôtel à flot pendant longtemps. Les propriétaires durent dépenser des sommes inouïes pour respecter les normes environnementales dans la zone du récif.
Il ne pouvait pas utiliser de peinture ordinaire, peu coûteuse, pour la coque. Tous les déchets devaient être traités avant d'être déversés à des kilomètres du récif. Les ordures devaient être transportées sur les terres. Ils durent même créer un laboratoire afin de s'assurer que l'hôtel ne nuisait pas aux oiseaux marins. Pourtant, tous ces efforts ne purent pas protéger le récif durablement. Une grande partie avait déjà été dévorée par les étoiles de mer. Régulièrement, les réservations devaient être annulées à cause du mauvais temps. Les bateaux-navettes et les hélicoptères ne pouvaient pas transporter les clients pendant les tempêtes. Souvent, les gens se plaignaient. L'hôtel ne répondait pas à leurs attentes. Certains avaient le mal de mer, d'autres s'ennuyaient tout simplement. Une fois que les clients avaient fait l'expérience de la plongée, il ne restait pas grand-chose à faire à bord. Comme s'en souvient un ancien membre du personnel, même les pizzas livrées par hélicoptère ne réussissaient pas à satisfaire cette clientèle désappointée. Voilà comment l'intérêt du public ne dura pas longtemps. Étant donné que le bâtiment flottait au milieu de nulle part, tout ce que tu pouvais voir était la mer et encore la mer. Un spectacle rapidement monotone. En septembre 1988, alors qu'on pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, des clients trouvèrent 100 000 unités de munitions de guerre en faisant de la plongée sous-marine à 3 km de l'hôtel. Rien ne put rattraper cet incident. Même quand ils baissèrent le prix d'une chambre double à 130 $ par nuit, le taux d'occupation resta inférieur à 25%. Les propriétaires de l'hôtel perdaient des sommes folles. Ils décidèrent donc de le vendre à une société japonaise en 1989. Le bâtiment, qui avait passé à peine un an en Australie, fut transféré à Ho Chi Minh Ville, dans le sud du Vietnam. Le pays connaissait alors un véritable boom touristique, mais manquait de logements luxueux pour les autres étrangers. À son arrivée au Vietnam, après avoir parcouru près de 5000 km, il fut rénové, redécoré selon le goût local et rebaptisé le Saigon Floating Hotel. Il devint l'un des lieux de vie nocturnes les plus prisés de la région. Les nouveaux propriétaires créèrent de nouvelles discothèques et 400 employés hautement qualifiés furent chargés de maintenir la propreté et le confort des chambres et des installations. L'hôtel fut extrêmement populaire durant plus de 9 ans. En 1997, on comptait un grand nombre d'hôtels de luxe dans la région de Ho Chi Minh Ville. Des entreprises étrangères étaient venues y construire des hôtels tous plus cool et somptueux les uns que les autres. Les propriétaires japonais de notre hôtel flottant tentèrent de s'adapter à la nouvelle concurrence pendant quelques années encore. Mais hélas, ils durent jeter l'éponge. Le Flotel fut vendu à Hyundai Asan, une entreprise sud-coréenne spécialisée dans les projets d'investissement en Corée du Nord. L'hôtel fit un bref voyage à Singapour pour des rénovations. De là, il fut installé dans la région touristique du mont Kumgang, en Corée du Nord. Une fois de plus, il changea de nom et devint incroyablement populaire auprès des habitants des deux Corées. On expérimentait alors un tourisme partagé et de nombreuses familles purent même se retrouver après des années de séparation. Pendant 8 ans, l'hôtel prospéra et fut plus prisé que ceux de la capitale. Après tout, il était plus moderne et plus confortable. Bien sûr, il n'avait plus sa piscine ni son court de tennis, mais un nouveau casino avait vu le jour. Les choses paraissaient enfin se résoudre pour cet historique hôtel flottant, jusqu'en 2008. Cette année-là, un incident mortel vint tout gâcher. Son activité fut soudainement interrompue. Depuis, il est à l'abandon, vide et prenant la rouille. Le pays projette aujourd'hui d'y faire revenir les touristes, mais malheureusement, l'hôtel le plus malchanceux du monde ne verra probablement jamais les nouveaux travaux de rénovation commencer. On le dit mal construit, démodé et dépourvu de caractère national. Avec sa peinture écaillée et ses chambres vides et silencieuses, l'hôtel flottant, jadis un projet révolutionnaire ayant suscité l'enthousiasme du monde entier, vit à présent ses derniers jours dans l'attente de sa démolition.